Bonjour Géraldine, Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler université. Nous allons parler, on pourrait dire, du choc de l'université. Il y Le a le choc des choc. cultures, et il y a le choc de l'université. Oui, c'est un petit peu, c'est pas forcément provocateur aujourd'hui, enfin dans une certaine mesure si, mais c'est pas non plus pour dire voilà tout va mal, c'est pas ça. On veut aller développer un petit peu le débat autrement sur justement la préparation à l'université et la réalité. La réalité c'est qu'elle n'est pas adéquate, c'est tout. Enfin, les faits, les chiffres sont là. C'est simplement qu'est-ce qu'on peut faire justement pour éviter je dirais, une sorte de... Parce que la grande question, et c'est une question qui vient souvent des élèves, et les retours des élèves, c'est comment ça se fait que alors que le lycée s'est très bien passé, euh, Ben oui, je, je me retrouve à l'université face et avec de à, grosses difficultés parce à qu'on un sait qu'en mur avec des France, difficultés. il n'y a même pas la moitié. Hein. Enfin, je veux dire, on va apporter des chiffres qui ne sont pas de nous. Hein. Ce sont des chiffres officiels. Ils ne passent pas en deuxième année. C'est la moitié des élèves. Et on a un taux de réussite en licence où c'est quoi un tiers. Un tiers vont passer vraiment leur licence au bout de 3 ans. Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Donc, et ce sont des chiffres qui ne sont pas nouveaux. Ils sont répétés un petit peu tous les ans. Mais bon, bah, particulièrement, enfin moi je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a pas grand-chose. C'est pas avec la réforme du bac que de toute façon les choses vont changer, soyons clairs. Voilà, il y a une nécessité de faire face à une situation il y a, qui est coûteuse, et pas simplement en argent, mais émotionnellement, psychologiquement, sur le fait qu'aujourd'hui, bien, le passage du lycée à l'université, c'est un passage extrêmement difficile et qui amène à de très, très, trop nombreux échecs. Et ça, c'est quelque chose dont je pense qu'il devrait être une priorité pour le gouvernement. Que ce soit au niveau du secondaire ou du supérieur, il y a quand même une nécessité de, de mieux faire les choses, on va dire, pour nos Tu veux dire jeunes. une nécessité de réforme? D'une vraie, oui, pour changer, d'une vraie réforme. Oui. Celle Mais dont tout le comment, monde parle, mais c'est un petit peu... tout le monde en parle, mais personne veut oser mais la c'est quoi la faire. différence entre une vraie réforme et une mauvaise réforme? Une mauvaise réforme, c'est prendre ce qu'on a et changer le packaging, comme on dit, changer le, 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 les appellations, les mots, on va changer l'emballage, d'accord? Mais on va pas restructurer, mettre à zéro ou finalement repartir à zéro sur une vraie réflexion. Ça, il y en a pas. Non, il y en a pas. S'il y avait eu, on le saurait. Mais bon, alors, Encore le une fois, bac, on n'est pas là pour casser aujourd'hui, hein, d'accord? Et c'est pas ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, enfin politiques ou pas dans l'éducation. On voit, il suffit de lire tout ce qui se passe dans les journaux, LinkedIn et autres sur justement cette transition, cette préparation. Je parle d'enseignement là supérieur. On va même pas parler du bac parce que ça c'est tout un autre sujet. Le baccalauréat, mais on va un petit peu en parler au début. Alors aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de parler un petit peu d'histoire, et donc on a quelques slides. mais c'est Enfin, ce que moi, j'allais dire. Géraldine, j'ai deux choses. Un, est-ce que tu as des slides? j'ai des slides Et aujourd'hui deux, parce que je et ne peux deux, pas est-ce qu'on va, m'empêcher de faire un peu d'histoire et toi de te mettre un peu sur la sellette pour une et fois, deux, est-ce qu'on va faire de l'histoire? et on va faire Eh de ben, l'histoire. j'ai mes deux cadeaux de Noël. Toi, tu as tes deux cadeaux Des aujourd'hui et on slides va... Mhm. et de l'histoire. Voilà. Alors on y va. Question. Alors c'est vrai que la question c'est fait un petit peu exprès, donc je vais mettre en mode présentation. Voilà, Parfait, je vois. c'est bon là? Oui, c'est bon. Tu as vu, Donc, regarde, pourquoi je les... t'ai mis un nouveau petite vignette là. Tu m'as mis quoi? Tu te vois en rond. Ah, d'accord. C'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi l'école ne prépare-t-elle plus, finalement, à l'université et comment y remédier? Alors, prépare plus, ça voudrait dire qu'avant, elle préparait mieux. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des chiffres qui nous amènent à ce constat. Alors, comment on peut faire pour qu'il y ait beaucoup moins d'échecs? Et c'est là où tu vas m'aider et tu vas un petit peu justement parler de disputatio et autres. En fait, je voulais revenir sur l'origine de l'université. Les universités ont été créées justement au Moyen Âge. Alors c'est vrai que les plus anciennes, la plus ancienne, c'est Bologne.
on est entre le 11e et le 13e siècle, donc en 200 ans, on va créer justement ce réseau d'universités et qui faisait face, parce qu'à l'époque, on faisait face à une explosion de savoir, de redécouverte de textes anciens. Et pourquoi? Alors, la redécouverte justement de toute cette antiquité, de la médecine arabe, du droit romain, on avait besoin justement de structurer, d'organiser, de structurer cette connaissance. On s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de formation, aussi bien de juristes, de médecins, de théologiens, enfin bref, d'administrateurs de l'Église et des États en Europe. Et donc, Universitas, là, tu peux être mieux que moi, justement, sur la racine, cette communauté de maîtres et d'étudiants, avec des privilèges et qui avait cette autonomie face aux pouvoirs locaux, l'Universitas. Donc, est-ce que toi, tu pourrais apporter quelque chose de plus précis, Olivier, sur ce mot Universitas, qui aussi, donc, intègre à l'époque, c'est la naissance vraiment d'une pensée critique et du débat intellectuel. L'université n'est pas née pour justement restituer tout par cœur, pas tout, pas toujours, bien sûr qu'il faut apprendre, mais c'est aussi pour enseigner le raisonnement. Donc sur cette slide, Olivier, qu'est-ce que tu pourrais apporter de ta culture et de ta Non, non, connaissance? mais universus, c'est l'idée de tout englober. Enfin, on retrouve l'univers et cette racine latine, donc qui vise à englober, qui vise à rassembler la connaissance. Donc, c'est. Mais alors voilà, mais l'autre chose que j'ai à dire, c'est que c'est malheureusement, voilà, c'est très lié, et ça plaît pas à tout le monde, mais c'est très lié à l'Église et puis à la religion. Oui, et ça, donc on est dans un contexte historique, voilà, médiéval, mais bon, bien sûr que tout est lié à la religion, mais il y a quand même cette nécessité d'organiser, de structurer quand même la connaissance. Enfin, même s'il y a, on le sait, Exactement. Et l'autre point que je voulais dire, c'est que, et j'en réfère aux travaux de mon cher Pierre Vesperini, mais le Moyen Âge n'a jamais été moyen, un âge moyen comme on vise à le dire ou à le penser. Et c'est grâce au Moyen Âge qu'on a tous les textes mais de oui. l'Antiquité. Tu sais, il y a tout ce mythe qui traîne, voilà, Mhm. sur le fait Cette que, période un peu noire, un peu, oui, enfin, connotation noire dans le sens inculte ou sombrer dans finalement un monde qui ne savait plus rien, qui avait tout perdu, etc. Alors que c'est l'inverse, ce que tu dis, Olivier, il faudrait faire un live là-dessus. C'est justement la renaissance de tout ce savoir grâce voilà, aux moines copieurs et autres. Enfin, tous ces livres qui sont réapparus, c'est justement durant le Moyen Âge. exactement. Et c'est même grâce, enfin, c'est grâce à ces moines et c'est grâce à l'université, à tous ces savants qui était religieux, qu'on a par exemple le texte de Lucrèce, qu'on a tous les textes païens. Mhm. Donc très intéressant. Enfin voilà, bon j'arrête Donc ici parce ça qu'autrement, pourrait être un live à part entière, à part juste. entière, exactement. Voilà. Donc en fait, donc cette émergence, donc là il y a une petite chronologie entre Bologne et puis l'université de Montpellier, Salamanque et Prague après au XIIIe siècle, les premières universités, les naissances de communautés, de maîtres étudiants. Euh, on commence à créer des modèles justement institutionnels et qui restent, qui ont toujours une valeur aujourd'hui, qui sont reconnus, en tout cas en Europe. On parle encore de ces universités, la Sorbonne, Cambridge, Oxford, qui ont gardé leur aura finalement depuis leur création. Mais c'est vrai elles étaient là pour structurer un savoir, apprendre à raisonner. Donc pourquoi aujourd'hui nous on a tant de mal finalement à préparer les élèves à l'université, parce qu'on va donner quelques chiffres qui sont frappants, alors que les attentes, elles n'ont pas changé. On veut toujours que des élèves sachent raisonner, on veut toujours que les futurs étudiants développent une autonomie, sachent lire, dans le sens lire, lecture profonde, compréhension, une fluence qui est du niveau universitaire. Donc tout ça, ça n'a pas changé. Il y a un constat, alors que personne n'ose vraiment dire, enfin si ce constat il a déjà été abordé, là, le titre est aussi un petit peu provocateur, mais aujourd'hui, quand vous regardez ces chiffres, il y a un fossé. Il y a un fossé entre le lycée et l'université. Et c'est pas qu'une impression, hein. Le fossé, il est réel. Il est documenté et il ne s'améliore pas d'une année sur l'autre. Alors, ce qui est assez, c'est presque cynique, c'est qu'aujourd'hui, on a justement des élèves qui réussissent brillamment au lycée,
96% de réussite au bac général l'année dernière, enfin 2025, les mentions qui pleuvent, et pourtant, là, dès la première année d'université, bah, c'est un véritable choc. Alors, c'est un choc. Alors, les chiffres qui sont ici sont tirés évidemment de textes, enfin de documents officiels. Aujourd'hui, un élève qui rentre en licence, eh bien, 28% seulement vont l'obtenir en 3 ans, qui est la durée normale, 3 ans. L1, L2, L3, c'est moins d'un tiers. Aujourd'hui, euh, 3 ou 4 ans se monte ce chiffre, voilà, ce taux de réussite, on va dire, monte à 39% de ceux qui sont rentrés en licence première année vont finir en 4 ans, 39. Le taux de réussite générale n'est que de 52%, donc où est l'autre moitié, hein, les 48 autres pourcents. J'ai mis un petit chiffre de comparaison parce qu'évidemment les statistiques, il y en a énormément, mais il faut faire des choix. Il faut faire des choix dans ces temps-là qu'on a de live là. Il y a ces 22% qui abandonnent aux États-Unis après la première année. Donc on va dire que ici la flexibilité du système, le fait de ne pas de changer d'avis, on va dire, sur le choix d'études est possible, n'est pas mal vu, on peut recommencer, on peut transférer des crédits. Bref, on va pas faire forcément l'analyse ici américaine, mais c'était pour vous montrer l'étendue des dégâts, parce que c'est vraiment ça, c'est l'étendue des dégâts, c'est d'avoir finalement voilà, 28% des élèves qui rentrent en L1 et qui terminent en L3 en obtenant le diplôme. Le taux de réussite, comme il est à peu près de la moitié, que se passe-t-il pour les 50 autres pourcents? Donc, on est là dans une situation qui est quand même grave. Et les articles, les émissions, les interviews, etc. là-dessus, on en fait état, mais on ne voit pas. On voit pas vraiment comment les choses ont arrangé. Et c'est pas avec justement les brillants résultats, bon, 96% qui a le bac, on pourrait imaginer que si vous avez le baccalauréat, qui est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, eh bien, on aurait des élèves prêts. Pas du tout, pas du tout. Et donc ça, c'est encore un autre sujet, hein, le bac et sa nouvelle version. Donc ce que je voulais mettre en avant, c'était les décalages qui sont fondamentaux entre le lycée et l'université. Donc là, le lycée forme beaucoup les élèves à savoir bien prendre des tests, à savoir restituer. Attention, on ne fait pas que non plus de l'apprentissage par cœur. Je ne veux pas non plus dire qu'on n'est qu'à recracher, mais c'est quand même plus le cas du lycée, en tout cas du secondaire, que du supérieur, qui, dans le supérieur, l'université, justement, on demande aux élèves d'avoir cette lecture critique de positionnement ou de problématisation. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il y a un paragraphe argumenté, il y a une question problématisée. On a ce genre d'exercice, mais ce sont des exercices extrêmement réduits, finalement, et tellement réduits que bon, bah, les chiffres que j'ai annoncés juste avant, ils sont là, quoi. Le lycée, c'est aussi un cadre rigide ou pas rigide, mais enfin un cadre, et après une liberté. Le lycée offre un emploi du temps qui est vraiment structuré, des heures, un suivi constant, puisque bien sûr il y a des tests plus ou moins importants, des examens blancs, des brevets blancs, des bacs blancs. L'université, elle impose finalement une autonomie totale, et certains élèves, même très très bons au lycée, se trouvent assez déstabilisés justement parce qu'ils ne sont plus dans le cadre et que ce cadre il est aussi rassurant. La réussite scolaire plus que académique, scolaire, c'est ça, hein, c'est les 96%. Il fallait amener tout le monde justement au bac, on y est, mais à quel prix? Réussir à l'université, c'est autre chose. Quelques verbes, la penser, relier, critiquer, prendre position. Donc on est complètement dans un environnement et dans des attentes différentes. Le volume et le rythme de travail, rien à voir non plus. Euh, on a plutôt des devoirs courts d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Certes, on peut demander à écrire des dissertes qui prennent du temps, mais là, on est dans un feedback immédiat aussi. L'université, elle, c'est beaucoup plus massif. C'est lire 100, 200, 300 pages dans la semaine, être capable de restituer, de digérer, de résumer, enfin bref, c'est une gestion autonome avec peu d'heures par semaine, mais une grande quantité d'heures de travail personnel, et beaucoup d'élèves ça les déstabilise parce que ça ne ressemble pas du tout finalement à l'emploi du temps qu'ils avaient au lycée. Et puis l'évaluation en elle-même et les attentes sont très différentes.
Au lycée, on va récompenser beaucoup, finalement, l'effort, la conformité aux attentes. Vous voyez, le bac, c'est 40% maintenant de taux continu. Donc, l'université, elle, c'est plutôt la profondeur de la réflexion, l'originalité, et surtout la capacité de problématiser. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes attentes. Et ce n'est pas parce que vous avez aussi, et c'est vrai à tous les niveaux, mais ce n'est pas parce que vous avez passé 20 heures sur un travail et un autre camarade n'a passé que 10 heures que votre note va être supérieure. Voilà. Ça aussi, c'est savoir travailler, savoir apprendre. Ça, ce sont aussi des mécanismes et des savoir-faire qu'il faut enseigner dès le lycée. Alors, petite note, interromps-moi quand tu veux, Olivier. L'IA accélère évidemment ce décalage entre lycée et université. C'est un vrai défi aujourd'hui. Un vrai défi parce que on est obligé en tant qu'enseignant de changer nos modes d'évaluation. On ne peut plus évaluer comme avant. Néanmoins, même si les élèves ont tendance à penser que l'IA va les remplacer dans leur réflexion, c'est là où ils se trompent fortement, parce que l'analyse personnelle, le jugement, c'est indispensable pour développer ses capacités justement à réfléchir, à savoir poser des problèmes, à apporter des solutions à ces problèmes. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui envisager l'université sans avoir développé ces compétences que l'IA ne peut pas remplacer. En tout cas, pas encore. C'est la pensée originale, le jugement nuancé et un positionnement intellectuel authentique aussi. L'authenticité, c'est le centre de la préoccupation de tout enseignant, c'est que chaque élève puisse développer l'authenticité de sa pensée. Alors, en 2 colonnes, ce que l'IA fait très bien, elle résume, elle reformule, elle structure, elle génère des explications, elle vous aide mieux que n'importe quel prof à vous préparer à un test, en vous posant des questions en fonction de en temps réel, 24 heures sur 24. On est dans ce qu'elle fait bien, il faut savoir bien l'intégrer en tant que prof. Mais l'université, elle exige autre chose. Elle exige justement une analyse approfondie, plus originale. Vous allez me dire, il suffit de le demander à l'intelligence artificielle. Mais non, parce que l'IA n'est utile que quand vous avez réussi, quand vous avez appris suffisamment justement de connaissances, de savoir et de savoir-faire pour pouvoir poser les bonnes questions. Parce à la fin, c'est bien ce qu'il va manquer, c'est savoir poser les bonnes questions au bon moment. Donc, pour pas prendre trop de temps sur notre demi-heure, il y a quand même des signaux d'alerte. Je voulais parler ici en tant que parent aussi. Vous pouvez observer justement. Alors, j'en ai mis 3 là, mais est-ce que vous voyez que votre enfant il a du mal quand même à développer une certaine autonomie, une indépendance de travail, bien que les résultats soient là, les résultats sont très bons, mais il a du mal à commencer justement le travail sans consignes bien détaillées. On va dire, quelqu'un de très scolaire va avoir de très bonnes notes, mais il aura du mal à finalement prendre en charge tout seul finalement ce travail-là. Les longs travaux, les projets de 2, 3, 4 semaines peuvent aussi déstabiliser, bien que l'élève soit très bon par ailleurs et de bonnes notes, ou alors que la mémoire soit excellente, capable de restituer un nombre incroyable de connaissances. Vous voyez sur les bulletins que l'analyse est à développer, l'analyse est à approfondir, la réflexion aussi, un bon investissement personnel, mais vous voyez ce genre de commentaires là. Donc ça, ce sont des signaux aussi que les parents voilà, peuvent voir justement dans les bulletins. Donc ce qui est bien, c'est que ce qu'il faut savoir, et ce n'est pas juste là quelque chose de comment dire, inscrit dans la pierre, ce ne sont pas des vérités non plus, mais il y a des compétences qui sont déterminantes justement pour réussir à l'université. Alors, ce qu'on appelle lecture approfondie, c'est lente dans le sens où le superficiel ne va plus, il faut aller en profondeur, même si c'est 200 ou 300 pages à lire dans la semaine. La pensée critique, c'est savoir questionner. Si on n'a pas appris aux élèves à poser les bonnes questions au lycée, il y a de grandes chances qu'ils ne sachent pas les poser à l'université. Et ça va être un problème pour justement les travaux d'analyse
et pour pouvoir aussi identifier les biais. Les biais, que ce soit à travers l'IA ou les biais dans des articles, dans des livres, et qui va justement un peu empêcher quand même à construire un raisonnement qui est solide. Rédiger des textes très longs, plusieurs pages, structurés de manière aussi très cohérente. Bon, maintenant, c'est 1 heure d'histoire, 1 heure de géo. Bon, bah voilà, vous pouvez écrire, c'est 2 heures, c'est plus 4 heures. Donc, on a réduit le temps de la réflexion, de l'examen. C'est juste un exemple. Encore une fois, la critique peut être bonne ou mauvaise. On peut en trouver des deux côtés. Mais cette capacité, le plus long, on a tendance à la réduire, je dirais. En tout cas, je parle juste pour ma matière, histoire géo. Et c'est pas ça qui prépare l'université non plus. L'indépendance, être un élève qui est capable de s'organiser, planifier. Et nous, on le voit parce que nos élèves, ils sont au lycée, ils sont dans 2 écoles. Ils ont l'école américaine, ils ont nous, 2 systèmes, 2 langues, 2 cultures, donc des activités extrascolaires. Donc, cette gestion autonome du temps, elle est primordiale avant de rentrer à l'université. Le positionnement aussi, oser prendre position, défendre ses idées et construire une argumentation, bien sûr, c'est une des compétences qui est déterminante pour la réussite dans le supérieur. Et je dirais celle qui vient qui vient se greffer depuis maintenant quelques années, c'est une collaboration intelligente avec l'IA justement. C'est pas un substitut justement à la pensée personnelle, c'est justement une amélioration, on va dire une élévation de la capacité justement à cette pensée critique personnelle que l'IA peut renforcer, doit renforcer et renforce dans les meilleures conditions quand on l'utilise bien. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui? Parce que vous avez vu le titre, bon, c'est un peu provocateur, mais enfin, on n'est pas là juste pour dire ça ne va pas, voilà, comme on le dit, comme on le voit dans les médias depuis longtemps. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Les titres, c'est relancer le sens, donner du sens à l'apprentissage, à l'éducation, plutôt que de la performance. On voit bien que les 96% de réussite au bac, bon, bah, est-ce que ça a du sens? Voilà, c'est la première question. Encourager curiosité, compréhension, etc. Donc redonner aussi une vraie place à l'écriture. Donc dans un monde où les élèves ont leur ordi, ont leur téléphone et autres, la place de l'écriture est extrêmement importante pour justement développer l'expression personnelle. Apprendre à travailler sans être dirigé. Alors ça, c'est vraiment certainement le pont entre lycée et université qui est certainement le plus difficile, parce qu'on parle de discipline, d'autodiscipline, et tout ce qui va avec, auto-évaluation, confiance en soi, etc. Développer le transfert des matières. Alors nous, au lycée, là, on est en plein dedans, hein, comme on dit, le transfert de matières entre ce que les élèves apprennent en anglais sert en français et vice-versa. Donc comprendre qu'on n'apprend pas juste pour la note, mais on comprend aussi pour faire des liens et comprendre. Hein, le but n'est pas la note, parce qu'on est très là-dessus. Hein. On aime les classements, on aime les notes, on aime les chiffres, on aime être. Voilà. Mais quelle est finalement la compréhension, comment on peut faire des liens, ça c'est autre chose. Et puis la dernière solution, c'est vraiment l'intelligence artificielle comme pédagogie. C'est-à-dire qu'elle rentre d'une manière intelligente dans la préparation des cours, ou dans les corrections, ou dans la préparation, dans le suivi des élèves, dans des propositions justement d'aide personnalisée, un suivi personnalisé, individualisé. Et ça ne doit surtout pas être bien sûr une substitution paresseuse. De toute façon, pour poser de bonnes questions, pour avancer et discipliner, il faut avoir appris, il faut avoir une quantité de connaissances suffisante pour pouvoir poser les bonnes questions. Donc, je voudrais finir, parce qu'il nous reste 5 minutes, mais au lycée, nous, on se positionne comme une école, oui, qui prépare vraiment à l'université, parce que notre objectif, c'est non seulement, ce n'est pas que faire en sorte que tous les élèves aient le savoir nécessaire pour réussir le bac ou notre propre diplôme, hein, notre propre high school diploma, mais c'est savoir l'utiliser dans une autre situation finalement. Et nos élèves, c'est ce qu'ils font. Ils étudient dans 2 cultures,
comme je disais, avec 2 types de pédagogie, des contenus qui souvent sont très similaires, mais parfois très différents. L'entraînement au jugement est différent dans ces 2 cultures aussi. Les discussions, les travaux écrits, les plans qu'on impose d'un côté ou de l'autre, les QCM plus dans un sens, plus de rédaction dans un autre. Et finalement, l'IA, comme aussi un outil intellectuel, pour nous en tout cas, c'est structurer, coécrire intelligemment, et on va intégrer de plus en plus et guider de plus en plus finalement l'utilisation de l'IA dans cette capacité justement à préparer les élèves vers ce qui arrive après. Parce qu'aujourd'hui, euh, y a un fossé, hein, ce fossé de l'école du 19e, 20e, elle n'est pas adaptée finalement à ce que les enfants, je dis demain là dans le texte, mais c'est aujourd'hui. L'IA, c'est aujourd'hui, c'est pas demain non plus. Donc, pour nous, vraiment, au lycée, préparer l'enfant à l'enseignement supérieur, c'est pas simplement le rendre excellent dans le cadre américain, le cadre français ou le cadre autre, c'est vraiment lui apprendre à réussir en dehors justement du cadre. C'est parce qu'il a eu tous ces aspects, toute cette formation multiple de langue, de système, de culture, de pédagogie, de approches, bref, de contenus parfois très, très différents, d'offres académiques différentes, que les élèves peuvent mieux finalement sortir hors du cadre. Parce que l'université, c'est pas juste un prolongement du lycée, c'est pas ça, c'est un autre cadre, c'est une autre logique. Et comment on les amène à réussir, c'est certainement pas en continuant ce que l'on fait, ce que l'on fait maintenant. Donc, je sais que c'est un petit peu court, pas court, mais un peu, bref, descriptif et autres, mais c'est un moyen, en tout cas, pour réfléchir à notre positionnement, nous qui avons la chance de pouvoir développer différentes méthodes. Hein, on peut s'adapter, différentes méthodes. Olivier, toi, tu as la tienne et tu en as déjà parlé, on en reparlera, le bac de français justement en 48 heures sur l'année. Hein. Je ne parle pas de 48 heures sur comment arriver à un succès. C'est aussi changer notre vision de l'éducation pour ne plus avoir la moitié de ces jeunes rentrés en licence qui sont partis. À un moment donné ou à un autre, bah, ils finissent jamais. Le taux de réussite, il est bas, 1 sur 2. Qu'est-il arrivé aux autres? Et comme je disais au début, les coûts ne sont pas juste en termes de finances, ils sont émotionnels, ils sont psychologiques, c'est lié à l'orientation, c'est lié à la découverte de soi, etc. Et comment au lycée aujourd'hui, nous, en tout cas, avec la liberté qu'on a, tous en suivant le cadre français, certes, puisqu'on a aussi, bien sûr, nos élèves réussissent, même si on n'a pas de contrôle continu, réussissent brillamment, nous aussi, au bac, c'est plutôt, est-ce qu'on prépare vraiment bien nos élèves à après le bac? Parce qu'on a toujours ce sésame de réussite, de magnifiques scores. Mais après bah, c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est beaucoup moins glorieux, on va dire. C'est moins glorieux et on se doit de mieux les préparer. Exactement, l'idée d'avoir une vie réussie. Parce que je pense que beaucoup de gens pensent que c'est vraiment l'université, c'est une continuité après le lycée, c'est pas une continuité du tout, c'est une césure, c'est une autre façon de travailler, de penser, de réfléchir, et le lycée devrait être une préparation à ça. On ne doit pas être à l'université ou au lycée déjà, mais on peut quand même lui donner un goût, le goût de ce qui va se passer, pour qu'il y ait moins cet échec qui est quand même un tiers qui passe seulement quand on voit les chiffres. Hein. Il suffit d'aller sur Parcoursup, vous avez tous ces chiffres. Mhm. Pourcentage qui passe de année 1 à année 2, vous voyez des 38%, vous voyez moins, parfois vous voyez plus, enfin, vous voyez quand même, aujourd'hui, c'est pas, et c'est souvent le fait d'une mauvaise, certes, orientation, de mauvais choix. Ça, c'est encore un autre problème. Mais tout ça, c'est lié aussi. C'est lié à ce qui se passe durant ces années de Mais lycée, où finalement ceux qui sont mieux orientés, tant mieux pour eux, puis ceux qui n'ont si, pas ça, ben, malheureusement, voilà, c'est un peu compliqué. c'est très important ce que tu dis parce que la communauté au lycée, elle se poursuit après, un peu à l'américaine, à travers le système du réseau des anciens élèves et des alumni. Mhm. Et c'est important parce que, quelque part, le fait que, ce qu'on va lancer bientôt, mais que des anciens élèves puissent
s'adresser aux élèves actuels de lycée en leur disant, voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça se passe, Mhm. voilà où je suis, dans quelle université, comment j'ai Voilà fait. les points forts de ma préparation, voilà ce que je découvre, voilà ce qui est plus difficile. Enfin, cet C'est échange-là, il important est essentiel. cette communauté d'alumni de lycée parce que même si on n'existe que depuis 2019, c'est déjà 6 ans, Mhm. même si on n'existe que depuis 2019, on a déjà des alumni qui sont capables de faire visiter la Sorbonne ou des campus d'université de nos élèves actuels, Mhm. puisque nous, aux États-Unis, on aime bien les college tours. Donc, Mhm. lorsque tu arrives en France, c'est difficile. Donc là, nous, on a des anciens élèves qui peuvent vous faire visiter les universités, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous expliquer exactement comment ils ont fait. Et c'est parfois, tu sais, c'est parfois des détails, parce que tu peux avoir des bonnes notes, mais si tu ne sais pas exactement l'information interne Mhm. de comment on arrive à rentrer à Cambridge, par exemple. On a une élève qui est à Cambridge. Si vous voulez rentrer à Cambridge, vous savez qu'à Alpha Lycée, on vous met en contact avec une ancienne élève qui va vous expliquer exactement comment elle a fait. Mhm. Yeah. Ou à C'est l'ESSEC. Enfin, ouais. c'est super Et important. c'est vrai que c'est vraiment important de parler au-delà d'une réussite de fin de lycée et d'une acceptation. Faut y rester. Faut pouvoir y C'est rester et ça. réussir. Ça, c'est autre chose. On ne parle pas forcément assez d'une préparation long terme qui dépasse finalement le fait d'être admis. C'est bien d'être admis. C'est mieux de rester et de sortir avec le diplôme qu'on espère obtenir. Donc, c'est un petit peu, voilà, tout ça. Et on sait que ce sont des préoccupations actuelles, des préoccupations qui ne sont pas que en France, hein, partout ailleurs. On essaye justement de comment faire pour qu'il n'y ait pas ce taux d'échec important, finalement, après la première année. Euh, et il y a des systèmes beaucoup plus fluides, beaucoup plus flexibles, comme aux États-Unis. La France veut ouvrir, essaye d'être un peu plus flexible. On en est encore très loin. Et voilà, ça fait partie aussi ça fait partie des discussions qu'on a aussi sur le lycée, sur les réformes qui n'en sont pas. Euh, voilà, le mot réformer, c'est redonner une forme. Ce n'est pas juste ajuster la forme. Et tant qu'on ne fera que ajuster, ben, je pense pas on ira plus loin et qu'on continuerait à avoir ces scores magnifiques de réussite du bac, beaucoup moins magnifiques et beaucoup moins glorieux de ce qui se passe après. Je pense que c'est quand même un souci majeur, et pas qu'un souci scolaire, éducatif, mais un souci de société aussi. Absolument. Mais bon, Voilà. encore une fois, vous inquiétez pas, Alpha Lycée est là. On s'occupe du reste. On se Ouais, charge du reste. Merci beaucoup, Géraldine. merci Olivier. Et puis on se Merci. retrouve, il y aura une Attends, session avant de la se semaine retrouver, prochaine ou pas? je voudrais dire, parce il y a quand même des gens qui nous regardent, parce que là, j'ai un petit tableau, de temps en temps, je disparais, tout ça, vous dites, il est où le mec? Mais je vois là qu'il y a des gens connectés. Et je suis pas content parce que vous posez pas de questions. Et c'est l'objectif du Olivier, live. on peut pas Autrement, gronder comme ça. non, mais autrement, on s'enregistre et après on le rediffuse. Mais l'idée, c'est que vous posiez vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Aucune question ne fera, ne fera l'objet d'un quelconque jugement. Et c'est super important parce que c'est comme ça qu'on peut créer une discussion. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est très bien, c'est tant mieux, parce que il vaut mieux discuter avec des gens qui sont pas d'accord qu'avec des gens qui sont d'accord. Mhm. Donc, vraiment, s'il vous plaît, posez vos questions, participez, parce que c'est ça qu'on veut. On veut créer des échanges. Oui, parce qu'on peut voir si des personnes avaient posé des questions, mais concrètement, comment vous allez développer justement cette aptitude à réussir à l'université. On a plein d'exercices à vous proposer. Euh, Exactement. J'en ai au moins une dizaine. Ça pourra faire l'objet d'un autre live ou d'un article ou de quelque chose dans notre newsletter. Voilà. Absolument. Bon, Et d'ailleurs, la newsletter paraîtra demain. Donc, voilà, soyez celle du mois attentifs. de décembre. Soyez attentifs à vos boîtes email. Ben, merci beaucoup, Géraldine. Et merci à toi, Olivier. Très bon holiday season. Et On a un live la semaine prochaine, on a un Olivier, ou live la pas? semaine prochaine qui sera pas consacré au Papa Noël. Mais vous verrez, on va parler. Non, je veux vraiment parler la fois prochaine de la propriété intellectuelle. Très bien, très bien. Tu seras Non, très bon mais, à ça. non, mais c'est vrai. Mhm, très bien.
Bon, bah, Merci écoutez, beaucoup. merci beaucoup, en tout cas pour tous ceux qui nous voient, nous Merci écoutent. Géraldine. Merci et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.